Mesdames, Messieurs, merci de suivre R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Jean-Marie Vianney Ndagijimana, juriste de formation, diplomate de carrière. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous sur R7, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Animateur de la radio La Voix des Grands Lacs, ambassadeur, vous avez été en poste à Paris, à Bruxelles et à Addis Abeba, ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, écrivain prolifique. On peut citer deux parmi vos nombreux ouvrages, respectivement intitulés La France a-t-elle participé au génocide rwandais? Le second, comment Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Je pense qu'on va commencer par là. Une petite question sur le second livre intitulé Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. J'espère que vous avez compris ma préoccupation. En effet, je crains que les accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda, qui seront donc au centre de notre échange aujourd'hui, cachent également des ambitions criminelles de vouloir sacrifier une partie de la population congolaise. Parce que si Paul Kagame l'a fait contre les Tutsis, probablement que Denis Sassou Nguesso aussi peut s'en inspirer. N'apprend-on pas que seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble? Alors, donc, ma première question, c'est de savoir euh, ou de nous rappeler les grandes idées que vous avez développées dans votre livre. Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Merci Christian. Alors c'est un essai, hein, c'est un livre effectivement que j'ai écrit euh, il y a plus de 20 ans, même s'il n'est sorti qu'en 2009 pour la première fois et puis il a été réédité. Il a été traduit en France en anglais et en kinyarwanda. Donc ce livre existe en trois versions, version française, anglaise et kinyarwanda. Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord parce que je voulais absolument témoigner sur ce que j'avais vu, ce à quoi j'ai assisté en 1994 pendant les grands massacres euh, du, du printemps 1994. En ce moment-là, j'étais ambassadeur à Paris, comme vous l'avez bien dit dans la présentation. Et j'étais assez indépendant. Parfois, on me dit, mais tu étais fou de t'opposer au président Habyarimana. Euh, Quand je dis m'opposer, ça ne veut pas dire que je travaille pas pour le pays. Non, pas du tout. J'ai vraiment bien collaboré avec le président jusqu'à sa mort. Mais il Mhm. y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Néanmoins, je continue à soutenir qu'il a été assassiné par Paul Kagame, qui voulait instaurer un régime encore 10 fois plus dictatorial que celui de Habyarimana et instaurer une dynastie Tutsi à la tête du pays. Tutsi, ça veut dire une minorité de moins de 15% de la population. Mais ce n'est pas Mhm. ça l'objet. L'objet, c'est de justement d'avoir entendu de la bouche même du FPR me dire en avril 1994 que les Tutsis du Rwanda n'étaient pas le problème. Je vais révéler une chose sur laquelle je ne reviens pas souvent. Moi, je suis bien sûr rwandais. Vous connaissez le problème entre les Hutus et les Tutsis. Il se fait que moi, je suis euh, de double ascendance. Mon père est Hutu et ma mère Tutsi. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils étaient Hutu et Tutsi respectivement. Mhm. Et donc, chaque fois que les Tutsis ont eu des problèmes au Rwanda, je me suis senti vraiment concerné. Aujourd'hui, que les Hutus ont tous les soucis du monde, bien sûr, je ne peux pas me taire. Et en 94, pendant que les massacres étaient en cours, une semaine après, déjà, moi, j'ai parlé de génocide parce que tous les éléments dont je disposais montraient que il y avait un ciblage systématique des populations tutsis. Mais j'ignorais ou je ne savais pas tout ce qui se passait derrière les lignes du FPR, c'est-à-dire sur le territoire que le parti, l'armée de Paul Kagame occupait avant l'assassinat du président Habyarimana. C'était une zone très fermée, les journalistes ne pouvaient pas arriver,
les ONG n'avaient pas accès et Kagame, ça donnait depuis 1990, en fait, depuis l'agression du Rwanda, il tuait, massacrait systématiquement les populations hutus. Mais en avril 94, sincèrement, j'étais très loin de penser ou d'imaginer ce que j'ai su ensuite. Alors, il se fait que une semaine après l'assassinat du président Habyarimana, j'étais en contact avec l'armée rwandaise qui faisait tout pour essayer d'arrêter la guerre. Mais ce n'était pas possible parce que Kagame, dans la nuit même où le président a été assassiné, Kagame a ordonné le départ de son armée vers Kigali. Donc, ils étaient préparés à prendre Kigali depuis longtemps. Et ils ont préparé l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. En même temps, ils s'entraînaient en Ouganda et au Rwanda et ils s'équipaient puisque eux disposaient euh, de trucs arrière. L'Ouganda servait de base arrière Oui, pardon, et ils avaient tous les Jean-Marie, moyens. lorsqu'on lit votre intitulé, le titre de votre ouvrage, Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Cela veut dire qu'il y a là déjà C'est là que je l'intention, vais arriver. c'est intentionnel. Tout à fait, je vais y arriver tout de suite. Mais je voulais quand même que vous compreniez le contexte. Je vous en Et prie. donc, l'armée rwandaise, qu'on appelle souvent l'armée de Habyarimana, demandait une sorte de trêve de 72 heures pour qu'on puisse arrêter les massacres. Et Kagame ne voulait pas. L'armée rwandaise s'est adressée à la MINUAR, c'est-à-dire la mission spéciale des Nations Unies d'assistance au Rwanda, qui avait une grande présence au Rwanda de 2500 militaires, sinon plus d'ailleurs, hein, à un moment donné. Eh bien, Kagame ne voulait rien entendre. Et puis, à un moment donné, j'ai pris mes responsabilités en tant qu'ambassadeur, connaissant quelques personnalités du FPR de Kagame, et en utilisant aussi les correspondances que m'avait envoyé l'armée de notre pays, j'ai contacté le FPR. J'ai contacté le représentant du FPR à Bruxelles, qui était un docteur. J'ai contacté aussi le représentant du FPR au Canada, des gens que j'avais connus à l'époque des négociations de paix. Alors je leur ai dit, écoutez les gars, faites tout demander à Kagame d'accepter la trêve. Sinon, il n'y aura plus de Tutsis. Bientôt, ils sont en train d'être massacrés. Demander qu'il y ait trêve, que les deux armées, l'armée rebelle et l'armée gouvernementale, se mettent ensemble pour arrêter les miliciens qui étaient occupés à massacrer les populations. Les deux personnages, les deux représentants du FPR ont accepté ma proposition. Je leur ai dit, faites-le savoir à Kagame que c'est moi qui envoie le message, mais que ce message vient de l'armée rwandaise. 24 heures après, ils m'ont recontacté et les deux, chacun de son côté, m'ont dit, écoutez, le général Kagame n'en a que faire. Cet outil dont vous parlez, nous, ce n'est pas notre problème. We don't care. C'est le terme qu'aime utiliser Kagame. We don't care. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réfugiés qui sont en Ouganda, au Burundi, au Congo, en Tanzanie et ailleurs, qui doivent être rapatriés. Donc cet outil-là, si vous dites qu'ils sont sacrifiés, c'est pas notre problème. Le général qui présidait ou qui conduisait la mission des Nations Unies, il a fait la même démarche. Il est même allé voir Paul Kagame à son siège de Mulindi, là où il y avait les quartiers généraux du FPR. Il lui a dit exactement la même chose. Il a même ajouté des éléments graves. Il a dit, écoutez, les Tutsis, s'ils sont éliminés, s'ils sont exterminés, considérez que c'est le sacrifice que nous avons accepté de faire pour prendre le pouvoir. C'est Paul Kagame qui le dit, un Tutsi de famille noble de l'ancienne monarchie. Il dit, cet outil-là, c'est pas notre problème. Ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Et de fait, pendant leur avancée vers le pouvoir, vers Kigali, les militaires du FPR qui ont finalement fui le pays nous ont dit que Kagame les avait empêchés, il leur interdisait d'intervenir pour arrêter des massacres sur leur passage. C'est-à-dire que s'ils voyaient des scènes où des miliciens étaient occupés à massacrer les Tutsis, Kagame disait, vous continuez, vous ne changez pas. La cible, c'est la capitale, c'est Kigali. Les Tutsis, c'est pas notre problème. Et puis, j'ai eu beaucoup d'autres témoignages. Et vous savez,
quand on vous dit ça, alors que dans votre famille, il y a déjà plusieurs victimes, et Tutsis en l'occurrence à l'époque, de ma famille qui avait été massacrée, je me suis dit, mais ce monsieur, il raconte partout dans le monde qu'il est venu pour arrêter le massacre des Tutsis, alors que non, ça l'a arrangé. Il a dit au général Dallaire, le Canadien qui présidait la mission d'assistance militaire des Nations Unies, il lui a dit, écoutez, cet outil-là, ce sera le grand sacrifice que nous acceptons de faire. Et de toute façon, on a qui sont occupés à massacrer les Tutsis. Il a ajouté, c'est écrit dans le livre de Dallaire, j'ai serré la main du diable. Kagame a dit, pendant qu'ils sont occupés à massacrer les Tutsis, ils se dispersent. Ils n'ont pas le temps de combattre nos troupes qui sont en avance vers Kigali. Ils se fatiguent. Et donc, nous, on les laisse continuer les massacres, poursuivre les massacres, et quand ils seront fatigués, alors nous prendrons le pouvoir et nous allons les chasser du pays. Oui, donc là, au départ, quand j'ai écrit mon livre, j'ignorais que le général Dallaire avait eu exactement les mêmes confidences. Est-ce que c'est des confidences ou alors c'était... Et puis, j'ai aussi reçu des témoignages de quelques ambassadeurs européens qui ont fait la même démarche auprès de Kagame. Il ne voulait pas les entendre. L'armée rwandaise ne demandait pas beaucoup de choses. Elle disait 72 heures de trêve, votre armée et la nôtre, on crée un corps spécial, un bataillon ou deux bataillons, puis nous neutralisons les miliciens interarmes. Kagame a refusé. Il a dit non, non, ça ne m'intéresse pas. Débrouillez-vous, nous, on sait ce qu'on veut. Donc, c'est pourquoi, avec beaucoup d'autres éléments, parce que il n'y a pas que cet épisode-là. Après, je suis arrivé à Kigali fin juillet 94 pour aller prendre mon poste. Et là, c'était vraiment l'abomination. Au départ, les personnes qui avaient le plus de mal à s'adapter à ce système, c'était les Tutsis vivant dans le pays. Parce qu'ils se disaient, voilà, le sauveur est arrivé, on va être choyé. Mais non, ils étaient persécutés. On allait jusqu'à leur dire que le fait pour eux de ne pas être morts, le fait pour eux d'avoir survécu au massacre, au génocide, que c'est un signe qu'ils travaillaient avec les miliciens, les mêmes miliciens qui ont massacré leur famille, croyez-moi. Alors, tout à l'heure, j'ai semblé comprendre, après vous me direz si ce dépasse là, lorsqu'ils avancent, vous avez dit pour Kagame, c'est le target, comme on le dit, l'objectif, c'était Kigali, au détriment, bien sûr, de la population des Tutsis. C'est ce que vous avez expliqué. Donc, il fallait absolument atteindre Kigali. Mais Kigali, pourquoi concrètement, même si c'était pour le pouvoir? Kigali, parce que sans Kigali, sans le centre administratif et politique du pays, ça veut dire que l'armée rwandaise serait toujours à Kigali, que les partis politiques qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec Kagame seraient encore en place. Lui, il voulait faire le vide et éventuellement prendre Kigali sans casse et s'occuper des populations de la place après. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que entre le siège de Mulindi, où Kagame résidait avec son headquarters, avec son état-major, et Kigali, il y a eu par ailleurs beaucoup de massacres des populations. Comme cela s'était passé d'ailleurs entre 90 et 94, avant l'attentat contre le président. Et donc, Kigali, c'était, vous savez, dans tout pays, lorsqu'on veut prendre le pouvoir, l'objectif, c'est la capitale. C'est vrai pour Brazzaville, c'est vrai pour les autres pays africains où il y a eu des guerres civiles. La finalité de la guerre, c'est de prendre la capitale et les institutions, mettre la main sur les institutions et s'installer à la place des autres. Voilà. Au péril de ses compatriotes, c'est quand même difficile à comprendre. Eh bien, il faut comprendre ça parce que Kagame n'est pas un homme euh, ordinaire comme vous. Kagame, son obsession, c'était la prise du pouvoir, la réinstallation de la dynastie Tutsi que son, sa famille avait perdu en 1959, lors de la révolution autour de 1959. C'était une obsession. Tous ceux qui le connaissent
euh, le disent. Moi, j'ai eu la chance euh, de parler très souvent avec l'ancien roi, le dernier roi du Rwanda, justement, qui a été chassé en 1959, qui résidait à Washington, D.C. On se parlait souvent. Et il connaissait bien Kagame, il connaissait le père de Kagame, qui était de la famille, de la même famille. Il a connu Kagame à Kampala, en Ouganda, et il me disait toujours, ce monsieur-là, c'est un tueur. Il ne faut pas espérer, lorsque vous demandez le dialogue national, n'espérez pas qu'il puisse accepter. Non, il veut garder le pouvoir pour lui et son petit clan, éventuellement euh, quelques, quelques affidés, mais sans plus. Donc, et celui qui parlait, c'était un homme qui avait 80 ans, lorsqu'il est mort, je crois, ou un peu plus ou un peu moins. Un homme qui n'avait aucun intérêt autre que de raconter l'histoire, de témoigner. Et qui le connaissait, il m'a dit déjà à Kampala, il en faisait voir de toutes les couleurs à sa famille, à son père et à sa mère, et à ses frères et aux autres. Il s'impose, et c'est un homme qui s'impose, il sait ce qu'il veut. Il venait souvent au Rwanda, mais les autres ne le savaient pas. Il venait voir la reine qui était restée au Rwanda, mais il le cachait aux autres. Dans la suite, et récemment encore, il a fait des témoignages là-dessus. Il dit qu'il venait, qu'il allait espionner à Kigali, dans la capitale. Il avait 20 ans. C'est un homme qui a la volonté il avait la volonté de prendre le pouvoir, il l'a fait, sans concession. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bonheur des Rwandais, c'est de rester au pouvoir d'ailleurs. C'est un peu, si vous voulez Oui, vous bien en servir évidemment, comme rester modèle. au pouvoir, c'est une chose, mais après, on reste au pouvoir pour des raisons données, bien entendu. Soit c'est pour servir son pays, comme qui dirait sa nation, ou on peut rester aussi au pouvoir pour servir des intérêts étrangers ou des intérêts cachés, s'il faut le dire comme ça. Lui, il fait les deux. Il fait les deux ou les trois. Il est au pouvoir pour servir son pouvoir, pour garder le pouvoir, pour servir des intérêts. Alors, comme moyen, bien sûr, d'y rester, il utilise tous les artifices. Il est protégé par des grandes puissances. C'est connu depuis 1994, depuis sa prise du pouvoir. Ça, c'est un autre chapitre qu'on pourrait développer. Moi, j'ai assisté à des scènes extraordinaires à Washington, où j'avais accompagné le président Bizimungu, le premier président du Rwanda, lorsque le premier rapport sur les massacres à caractère génocidaire du FPR contre les Hutus du Rwanda venait d'être documenté. Et j'ai reçu ce rapport d'ailleurs le 20 septembre 1994. Et donc, dans la suite, j'ai accompagné le président à Washington parce qu'il essayait d'éteindre le feu. Il demandait aux Américains de tout faire pour que ce rapport ne soit jamais publié. Et il a obtenu gain de cause. Les Américains, le secrétaire d'État adjoint à l'époque, il a dit au président, j'étais là, il a dit, nous allons vous aider, mais aidez-nous aussi. Alors, il a dit, nous demandons que vous arrêtiez ces massacres qui étaient en cours en ce moment-là et qui étaient perpétrés par l'armée qui était censée être l'armée nationale, la nouvelle armée nationale. Les États-Unis ont bloqué ce Mais rapport. pardon, Et Jean-Marie, qui est finalement Paul Kagame pour qu'il arrive à avoir l'influence, une influence même sur les Américains? Paul Kagame, je crois que euh, ceux qui pensent qu'il est bête, ils ont tort. Paul Kagame a compris pendant toute sa vie et sa carrière que seul il n'a pas de force, qu'il doit s'appuyer sur des gens puissants, sur les puissances mondiales. Vous savez, avant le 1er octobre 1990, lorsque son mouvement a attaqué le Rwanda, Paul Kagame était aux États-Unis. Je pense que c'était à Leavenworth, quelque chose comme ça, dans une grande école militaire. Il n'a pas pu rester longtemps, mais il était là. Et c'est de là, il raconte son histoire, il dit que c'est là qu'il a noué les premières grandes relations avec la CIA, avec l'armée américaine. Mais avant, en Ouganda, où il était major, il était chef
des services de renseignement de ce pays et dépendait de Museveni. Sans Museveni, Kagame n'aurait jamais pu percer. Il a toujours dépendu des autres. Et il sait que sans ses puissants alliés, Kagame serait chassé du pouvoir. Donc, il dépend des Américains. Pendant 20 ans, il a critiqué la France, il a accusé la France d'avoir participé au génocide des Tutsis. Mais aujourd'hui, il ne peut jamais dire ça. Parce qu'il a compris que la France, c'est son allié principal en Europe aujourd'hui. C'est la France qui le protège réellement, je le dis. La France bloque toutes les propositions de décision qui peuvent aller à l'encontre des intérêts de Kagame dans tous les domaines. Et d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui anime toutes les aides. C'est la France qui négocie pour Paul Kagame. Et chaque fois qu'il a besoin d'argent auprès de l'Union européenne, c'est la France qui lui trouve des occasions Mais en de contrepartie à sorte. quoi pour la France? En contrepartie, c'est quoi? En contrepartie, que Kagame n'accuse plus la France d'avoir participé au génocide des Tutsis. Et Kagame a dit oui, Une forme de mais chaque chantage fois, alors. ah oui, c'est un chantage permanent sur la France. Les autres chefs d'État avaient résisté avant Macron. Macron a succombé à cette tentation d'avoir un allié de poids, parce qu'il y a aussi d'autres intérêts. Vous savez, euh, l'armée de Kagame aujourd'hui est utilisée partout dans le monde comme une armée de mercenaires, une armée qui protège les intérêts de certaines grandes sociétés ou entreprises occidentales, pour ne pas dire européennes. Je dirais même que l'Union européenne a supplanté les États-Unis dans, dans la manipulation de Kagame et dans l'utilisation du Rwanda, de l'armée rwandaise, pour servir les intérêts de l'Occident. Lorsque vous regardez à gauche, à droite, vous vous rendrez compte que l'armée rwandaise est employée ou utilisée comme une société de sécurité au Mozambique, dans le nord, à Cabo Delgado. C'est à la mer, vous savez qu'il y a du gaz et du pétrole et beaucoup d'autres ressources hein, qui sont exploitées par la société Total. Et donc, Kagame sert comme société de sécurité qui protège Total contre ce qu'on appelait les rebelles islamistes mozambicains. Et effectivement, l'armée rwandaise est partie en grand nombre, 3000 soldats, je crois, et qui ont écrasé, bien sûr, les pauvres. Les pauvres. Bon, j'ai pas de compassion pour ces gens-là parce qu'ils étaient quand même, ils massacraient les populations aussi, au nom de l'islam. Et donc, sans Kagame, je crois que l'armée de la SADC aurait eu du mal à écraser cette rébellion. Ça, c'était un Mais à point côté pour le de gouvernement ce mozambicain. que, bien sûr, vous avez dit tout à l'heure, l'armée de Kagame sert un peu de protection des sites d'exploitation, s'il faut le dire comme ça. Mais il y a Tout à fait. aussi qu'elle sert, je ne sais pas comment dire ça, mais dans le même temps, il est aussi, je parle là du Rwanda, donc de Kagame, fournisseur de certaines matières stratégiques, des matières premières, bien sûr, stratégiques à l'Union européenne. Aujourd'hui, j'ai vu une carte qui était d'ailleurs diffusée par des Mozambicains. C'est une carte qui montre leur pays avec les provinces diverses. Et au nord, en rouge, il y a la province du Rwanda. C'est comme ça que les Mozambicains le comprennent et c'est vrai. On ne peut pas aller dans cette région sans l'accord du Rwanda. Ils auraient pu ajouter Rwanda et Total. Eh bien, c'est un problème qui est en cours d'ailleurs de... C'est-à-dire, c'est une province qu'on a rebaptisée ou bien elle porte ce Oui, nom bien sûr, depuis? c'est une province qu'ils ont baptisée Rwanda parce que c'est l'armée rwandaise qui l'occupe aujourd'hui, qui a envoyé d'ailleurs, ils ont aussi envoyé ce qu'ils appellent des agriculteurs pour exploiter le sol et la terre de cette région fertile, mais en même temps pour protéger les Pardon, intérêts de la Jean-Marie, société. vous parlez là des agriculteurs pour aller cultiver. Bon, là, on va chercher à savoir quoi par
concrètement, mais ces agriculteurs sont vraiment des agriculteurs civils ou des soldats? Vous l'avez compris, ils y mettent quelques civils, connus d'ailleurs, on n'en va pas n'importe qui, ils ne vont pas envoyer un paysan de quelque part dans une province rwandaise. Ils prennent les grands manias rwandais qui sont déjà dans l'exploration ou dans l'exploitation agricole, ils les envoient pour qu'ils parlent à la télévision, pour que les Rwandais pensent que effectivement ça rapporte quelque chose à notre pays. Mais en fait, le gros, ce sont des militaires.